Crime Story, les rendez-vous d'Alfred Hitchcock racontés par Serge Sauvion. Aujourd'hui, édition spéciale de Stephen Vasilek. Le jour se lève quand Bob Barrett quitte l'autoroute pour prendre la départementale qui monte jusqu'à Rivermont. Les premières plaques de neige verglacée l'obligent à ralentir. Quelques heures auparavant, en pleine nuit, le téléphone avait sonné. C'était sa tante Clara. Bob, oncle Lou est mort. Bob, il a été assassiné. Qui a bien pu vouloir la mort du vieil homme? Se demandait Bob. Tout de même pas un lecteur insatisfait du Montana Post, le journal appartenant à l'oncle Lou. Mon Dieu, quelle société que la nôtre. Quand il arrive au carrefour de Devil Canyon, Bob Barrett ralentit lentement et s'engage sur le carrefour quand une Volkswagen rouge débouche par la gauche du côté de Count City et lui coupe la route. D'un coup de volant, Bob évite la collision et envoie sa voiture dans les congères du bas-côté. Bah, il s'en est fallu d'un cheveu que cet imbécile ne m'expédie dans le précipice, se dit Bob. Puis, maudissant le chauffard qui s'éloigne vers Rivermont, il entreprend d'extirper sa voiture du fossé. Un quart d'heure plus tard, Bob se retrouve dans la cuisine de tante Clara, une tasse de café à la main. Tu es gentil d'être venu en pleine nuit, mon petit Bob. Je suis bien contente de t'avoir auprès de moi. Raconte-moi tout, tante Clara. Comme d'habitude, Lou était retourné au journal après le dîner. J'ai appelé vers 11h. On s'appelait toujours vers cette heure-là pour savoir où il en était. Mais pas de réponse. Ça m'a inquiété, comme bien tu penses. Alors j'ai demandé à Ferdy de jeter un coup d'œil. Ferdy Vasilek, c'est le shérif, un vieil ami de la famille. Son bureau est à 3 pas du journal. Tante Clara pleure doucement. Ferdy est arrivé ici 1 heure plus tard. J'ai tout de suite compris que quelque chose n'allait pas. Oh, Bob, qui a pu faire une chose aussi horrible? Repose-toi un peu, tante Clara. Moi, je vais aller voir Ferdy, puis je passerai au journal. Bob, au journal, tu trouveras Tom Cattrall. Tom aura quelque chose à te demander. Sois gentil. Ne lui dis pas non. Arrivé au poste de police, Bob rencontre Ferdy Vasilek, le shérif. Ferdy est un grand gaillard qui tient davantage du bûcheron que du policier. Il tend à Bob une main énorme. « Je t'attendais, mon garçon. Je t'attendais. Assieds-toi là. Tu sais, pour l'instant, je tourne en rond, Bob. Pas de motif, pas de vol, rien. Même pas un suspect. Ferdy, si tu veux bien, raconte-moi toute l'histoire. » Ouais. Après le coup de fil de Clara, je suis allé au journal pour voir Bob. Je l'ai trouvé assis à son bureau, une balle dans la nuque. Un petit calibre. Lou avait son portefeuille dans sa poche et rien ne semblait manquer dans le bureau. Donc, à première vue, pas de mobile. J'arrive pas à imaginer qui pouvait en vouloir autant à ton oncle Lou. Et ça fait le 2e meurtre dans la région en quelques mois. Ferdy, tu penses qu'il y a un rapport entre ces 2 crimes? Non. Le premier, c'est une gamine d'ici, violée, étranglée, retrouvée dans la neige en bout de piste à Count City, près du bois de Clearwater. Tu vois où c'est, tu vois? C'était le 13 octobre. Là, pas d'indice non plus, pas de témoin, rien sur toute la ligne. Aucun rapport entre les 2 crimes, non. Merci, Ferdy.
Je vais aller au journal jeter un œil. Si tu as besoin de moi, n'hésite pas. Tu vas remplacer ton oncle à présent, Bob, je suppose. Je ne sais pas encore, Ferdy. Au revoir. En traversant la place pour rejoindre le journal, Bob repère sur sa gauche la Volkswagen rouge garée devant le drugstore de Carey Williams. Les skis sur le toit de la voiture semblent indiquer que le propriétaire se trouve dans les parages. Dans le drugstore, il y a plusieurs personnes, mais difficile de dire qui est le chauffard. Bob entre dans le drugstore. Carey Williams lui fait un grand signe amical. Bonjour, Bob. Content de te savoir de retour, malgré les circonstances. Ça me fait vraiment plaisir de te voir, mon garçon. Merci, Carey. Dites-moi, vous pouvez me dire à qui appartient cette voiture rouge, là, dehors, avec les skis sur le toit? Bien sûr, Bob. C'est celle de mon fils Barclay, n'est-ce pas? Il passe son temps sur les pistes de ski à Count City. Mais je crois qu'il y va surtout pour la compagnie féminine. Tu vois ce que je veux dire? Carey, tout à l'heure, cette voiture a failli m'envoyer dans le canyon du diable. Tu es sûr, Bob? Tu es sûr? C'était Barclay? Ces voitures sont assez rares dans le coin, Carey. J'aimerais voir votre fils. Non, pour l'instant, il dort, Bob. Il est rentré ce matin seulement, un peu fatigué, si tu vois ce que je veux dire. Avec toutes ces jolies filles qu'on rencontre là-haut, bien roulées et tout, on le comprend. Oui, dites-lui que s'il conduit comme ça en ville, il finira par avoir de gros ennuis. Bon. Allez, au revoir, Carey. C'est curieux comme Carey semble être désireux de changer de sujet, se dit Bob en quittant le drugstore. Et puis cette façon que ce bonhomme de 60 ans a de parler des filles et des aventures de son fils. Pas net, tout ça. Tom Cattrall est debout devant le marbre quand Bob pénètre au journal. Sans ôter la pipe de sa bouche, le vieux typographe de son oncle lui dit « Je t'attendais plus tôt, fiston. » Vous faites quand même le journal, Tom? Ton oncle Lou aurait certainement voulu que ça soit ainsi, mon garçon. De toute façon, le journal était presque bouclé. Il reste juste l'éditorial à faire. D'habitude, c'est la veille que ton oncle l'écrivait. S'il l'a écrit, je n'ai rien vu, moi. C'est donc toi qui vas devoir le faire, mon petit Bob. Mais voyons, Tom, il y a longtemps que Lou aurait souhaité que tu le fasses, mon garçon. Ici, les gens achètent le journal pour les nouvelles. Et l'assassinat de ton oncle, c'est une sacrée nouvelle, il me semble. Non? Allez, viens. Viens dans son bureau, fiston. Tu trouveras de quoi écrire. Décidément, je suis bien de retour chez moi, se dit Bob en poussant la porte vitrée du bureau de son oncle Lou. À peine entré, Bob ressent une impression étrange. Tom, c'est vous qui avez rangé le bureau d'oncle Lou? Ah, tu as remarqué, Bob? Non, ce n'est pas moi. Sûrement Ferdy ou ses hommes. Bob décroche le téléphone. Allô? Passez-moi le shérif, s'il vous plaît. Mais allô, Ferdy? Dis-moi, qu'as-tu fait des papiers qui étaient sur le bureau d'oncle Lou? Hein? Comment rien? Le bureau était vide? Merci, Ferdy. Non, je te rappellerai. Merci. Bob repose lentement le téléphone et regarde le vieux Tom. Vous pensez la même chose que moi, hein, Tom? Dites-moi, quand vous êtes parti hier soir, comment était le bureau? Et comme d'habitude, fiston, dans le plus grand désordre. Je me rappelle qu'il y avait des photos que ton oncle étudiait. Des photos? Oui, celle de l'Office du tourisme de Count City. Il prépare une campagne publicitaire et ça fait un moment déjà qu'on en parlait. Ces derniers jours, ton oncle est monté plusieurs fois à Count City pour voir John Snow. John, c'est le gars qui dirige l'Office de tourisme. Je vais aller voir ce John Snow, Tom. Peut-être pourra-t-il m'apprendre ce que ces photos avaient de si intéressant pour que le meurtrier les emporte. À tout à l'heure, Tom. John Snow reçoit Bob dans son bureau inondé par le soleil hivernal. Dites-moi, John, vous avez toujours les négatifs des photos que vous aviez confiées à mon oncle?
Non, votre oncle les avait emportés. Il voulait tirer les photos lui-même d'après les négatifs pour le journal. Mais je ne comprends pas l'intérêt du criminel pour ces photos. Ce sont des photos, des pistes, des paysages. Vous allez les voir d'ailleurs. J'avais fait faire un tirage en noir et blanc pour les archives. Snow extrait les épreuves d'un fichier et les tend à Bob. Vous les avez prises quand, ces photos, John? En octobre. Il faisait particulièrement beau. On en a profité. C'était un week-end. Attendez, d'ailleurs, c'est noté au dos des épreuves. Attendez, voilà, le 13 octobre, exactement. Oh, c'est curieux, ça. Elles ont été prises exactement le jour où cette jeune fille de Rivermont a été assassinée. Étrange coïncidence, en effet. Y a-t-il un rapport entre ces photos, l'assassinat de la jeune fille et le meurtre de l'oncle Lou? C'est ce que vous saurez dans quelques instants. Bob, terriblement excité par cette découverte, quitte précipitamment le chalet de l'office de tourisme. C'est à ce moment que la Volkswagen rouge de Barclay Williams débouche comme un bolide et s'arrête une quinzaine de mètres plus loin. Bob se précipite sur le conducteur. « Vous êtes Barclay Williams ?»« Oui. Et alors, qu'est-ce que vous me voulez ?»« À l'instant, vous avez failli m'écraser. Et ce matin, vous m'avez envoyé dans le fossé sur la route, au carrefour du diable. Voilà ce que je vous veux. »« Oh, ça va comme ça, hein? T'as qu'à apprendre à conduire. » Bob le saisit par le revers de son blouson, mais Barclay se dégage brutalement et sort un couteau à cran d'arrêt de sa poche. Il a le regard mauvais. Le regard d'un fou. Il s'élance sur Bob. Bob évite de justesse le couteau et gifle à toute volée Barclay qui tombe à terre. S'efforçant de retrouver son calme, Bob se détourne de Barclay et se dirige vers sa voiture. De retour à Rivermont, Bob traverse la place et entre dans le drugstore. Il tient à parler à Carey de la bagarre avec son fils. Mais la boutique est pleine de monde. Bob hésite. Soudain, Carey l'interpelle de derrière le comptoir. « Déjà au travail, Bob, je vois. »« Hein? Non, c'est seulement quelques photos que je suis allé récupérer à Count City. Mon oncle avait les mêmes sur son bureau, mais elles ont disparu. Je repasserai plus tard, Carey. » De retour au journal, Bob s'assied au bureau de son oncle et étale les photos devant lui. Il reste un long moment à les regarder, perplexe. Machinalement, il tend la main, ouvre le tiroir à la recherche d'une loupe. Puis, il saisit la première photo et entreprend de l'étudier. Il les étudie toutes, sans rien remarquer de particulier. Pourtant, quelque chose sur au moins l'une de ces photos a une importance particulière aux yeux de l'assassin, puisqu'il les a volées après son crime. Quel détail avait bien pu attirer l'attention de l'oncle Lou? Bien sûr, oncle Lou disposait d'un jeu de photos couleur, et ça l'avait peut-être aidé. 2 heures passent pendant lesquelles Bob détaille soigneusement chaque photo à plusieurs reprises. Brusquement, en un éclair, Bob comprend tout. Il saisit fébrilement la loupe qui lui grossit ce qu'il vient d'apercevoir. Évidemment, sur une photo noir et blanc, c'était difficile à trouver, mais cette forme noire, là, cette voiture à l'écart de toute grande route, sur un chemin enneigé, des skis sur le toit. C'est une Volkswagen. La même que celle de Barclay Williams. Que fait-elle là? Près du bois de Clearwater, précisément le jour de l'assassinat de la jeune fille de Rivermont. Bonsoir, Bob. La porte vient de s'ouvrir sans que Bob s'en soit aperçu. C'est Carey Williams.
Barclay vient de me mettre au courant pour cet après-midi, Bob. Je venais m'excuser pour lui. Ah, n'y pensons plus, Carré, voulez-vous. Oncle Lou et vous étiez bons amis. Essayons de le rester à notre tour. Carré Williams s'approche du bureau, l'œil fixé sur les photos. Trouvé quelque chose, Bob? Je peux regarder aussi? Machinalement, Bob rassemble les photos pour les donner à Carré Williams. Mais quand il relève la tête, Carré tient près de lui un revolver pointé dans sa direction. Ainsi donc, c'est vous, Carré. C'est vous qui avez tué mon oncle. Et maintenant, vous voulez me tuer, moi, pour protéger votre fils. Vous savez, Carré, un bon avocat parviendra à prouver sans trop de mal que votre fils n'est pas tout à fait équilibré. Il pourra s'en tirer, je pense. Barclay n'est pour rien dans toute cette affaire, mon petit Bob. Je l'ai dit à Lou hier. Mais Lou insistait. Il voulait que Ferdy interroge mon garçon et je ne le voulais pas, je ne le voulais pas. Il n'a rien fait de mal, tu m'entends, Bob? Il n'a rien fait de mal. Il n'était pas là ce jour-là. C'est pas lui. Mais pourquoi n'avoir pas dit tout ça à mon oncle, Carré? Elle vous aurait cru? Pourquoi l'avoir tué? Carré Williams semble avoir perdu la raison. Son regard fou rappelle celui de son fils cet après-midi. C'est moi qui avais la voiture ce jour-là, Bob. C'est moi. Lou avait tout compris. C'est pour ça que j'ai dû le tuer lui aussi. Tu comprends, Bob? Oui. Bob comprend. Il se sent perdu. Ses mains se crispent sur le bord du bureau. Comme dans un mauvais rêve, Carré Williams ferme les yeux et tire. En même temps que Bob projette de toutes ses forces le bureau dans ses jambes. La balle atteint Bob dans le bras tandis que Carré s'effondre sous le choc du bureau. Bob se précipite vers l'arme de Carré, tombé à terre, quand brusquement la porte s'ouvre. C'est Ferdy, le shérif. Revolver au poing. Eh ben, qu'est-ce qui se passe ici? Carré Williams se relève lentement. Son regard de fou va de Bob aux photos éparpillées sur le sol, puis vers son revolver inaccessible. Enfin, lentement, il se tourne vers le shérif. Ah, salut, shérif. Je suis bien content de vous voir. Oui, bien content. Oh, j'en pouvais plus. Toutes les nuits, cette fille de Rivermont qui hante mon sommeil. Oh, j'en pouvais plus. Allons-y, Carré, dit le shérif en lui passant les menottes. On n'a que la place à traverser, alors pas de blague, hein? Ah, j'aurais besoin de toi aussi, Bob, pour la déposition. D'accord, Ferdy. Mais j'ai d'abord l'éditorial à écrire. Ah, au fait, Ferdy, il me faudrait une photo de toi. Une belle photo. Tu ne devines pas pourquoi? Mais tu es un héros national, mon vieux. Ferdy Basilic, le shérif qui a arrêté l'assassin de Rivermont, sauvant ainsi la vie de Bob Barrett, le nouveau rédacteur en chef du Montana Post. Qui sera en première page demain matin, shérif. Je te dois bien ça. C'était Crime Story, les rendez-vous d'Alfred Hitchcock, racontés par Serge Sauvion. Aujourd'hui, édition spéciale de Stephen Vasilic.